Attends un peu. C'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. C'est l'heure de l'apéro. Samy. Jeff, Très content d'être avec toi. Très content. Tous les mercredis, 6h, juste après souper. juste après ce peu. Ou avant. Juste avant. Ça dépend des. Ben, nous, c'est l'apéro. Fait que Nous, c'est l'apéro, gars. Avant, par définition. Exactement. Mais toi, est-ce que c'est avant ou après? Moi, c'est clairement avant. Ouais, hein? T'es Ouais. un late luncher. Late supper, yeah. Moi aussi, Culture culinaire oblige. je pense que oui. Puis, ben, vous le savez, ma blonde est italienne. Je pense Ouais. que j'ai adopté aussi cette habitude de manger tard. Méditerranéenne, À l'européenne. Ouais. Très méditerranéenne. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, honnêtement. Je trouve que la journée devient un peu plus longue, mais bon, chacun ses habitudes. Il y en a clairement. qui mangent beaucoup plus tôt. Là, Clairement. je salue mes parents qui nous écoutent, qui mangent beaucoup plus tôt que moi. Ouais. Toi, peut-être tes parents, ben j'imagine, non. Aussi hein, tard que sont vers 8 heures. Plus, Ouais. plus tard, ok. Mm. Ben, en tout cas, bref, on est à l'apéro. Ouais. Même si vous avez mangé, ben, il faut toujours prendre un petit digestif. Donc, choisissez, c'est digesto Digesto-cigare. ou apéro cigare. Exact. Choisissez le moment que vous voulez le plus. Ouais. Et cette semaine, on a l'épisode consacré en grande partie sur le féminisme Oui. et, bon, sur plusieurs autres sujets, dont l'impact, en fait, que ça peut avoir justement sur les causes comme le féminisme et autres. Et justement, c'est ce qui nous a inspiré, en fait, le nom de l'épisode qui s'appelle No Woman Required. No woman we cry. Hashtag Bob Marley. Ah, Yaman. Yeah, man. Ouais, exact. Ouais, parce que, d'ailleurs, fun fact, Bob Marley, en fait, quand il avait écrit cette chanson, il ne disait pas No Woman No Cry, mais Woman Don't Cry. OK. Parce que, ce qu'il voulait dire, c'est restez fortes, mesdames, vous êtes capables, vous n'avez pas besoin de pleurer, vous devez être fortes. Donc, c'était vraiment féministe, en fait. Ouais, parce que quand tu l'as... Moi, jusqu'à maintenant, j'avais jamais vraiment fait mes recherches sur la chanson, mais justement, No Woman, No Cry, j'étais comme, ben oui, c'est pas tant féministe comme chanson, non? Ça Mais semble... finalement, ouais, ben, j'imagine que l'intention est toujours ce qui est à juger dans une œuvre artistique, comme on l'a Voilà. déjà dit. Donc, l'intention de Bob, j'imagine que c'était ça, ouais. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, la chanson s'appelait à la base Women Don't Cry. Je sais pas pourquoi Bob l'a changé, d'ailleurs. J'imagine pour... ça chantait mieux, Ouais. non? Woman Don't Cry. J'imagine que c'était très, très années 70-80. No woman, no cry. Ouais. C'est vrai. esti, tu sais. Bob Marley a repensé à ça. Il fait, oh, non, c'est... Ouais. Je suis trop avancé. Je suis trop dans le temps. C'est ça. Mais, justement, No Woman Recry, parce que de plus en plus, les femmes prennent une place importante dans le monde. Puis, cette semaine, c'était la journée internationale des droits des femmes, Des droits qui des était femmes, le 8 mars. Ouais. Puis, tout le monde dit, la journée de la femme, la journée de la femme. Moi, je voulais justement que tu nous dises un peu, tu sais, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée Du droit des femmes. droits des femmes. C'est la Ouais. journée où on reconnaît, en fait, l'avancement des droits des femmes. Exactement. Donc, c'est pas la femme, là. C'est pas la la femme. fête des mères. C'est ça, là. d'ailleurs, ce que j'ai pu lire, c'est que dire la journée de la femme, ça laisserait sous-entendre qu'il n'y aurait qu'un seul idéal type de ce que devrait être une femme, puis on le célèbre ça ce jour-là, tu comprends? Alors que célébrer les droits des femmes, ça laisse prétendre à une certaine pluralité de ce que peut être une femme, tu comprends? Puis, c'est ça, c'est tu sais, on parlait beaucoup de culture woke dans les dernières semaines et tout. Je sais pas, j'ai eu une discussion avec quelqu'un cette semaine, puis elle me disait que elle était comme un peu contre ce concept-là, c'est-à-dire que on célèbre, c'est quoi? On célèbre les femmes une journée dans l'année, et tous les autres jours, c'est quoi? On célèbre les hommes? C'est quoi ce concept de... Puis là, je lui ai dit, moi, mon point de vue, c'est plus, il faut en parler dans tous les cas. Et en dédier une journée, je vois pas en quoi ça peut agir négativement sur ça. Mais en même temps, je peux comprendre le point de vue qui est comme, c'est quoi Mais je pense que dans chaque La game, cause, tu sais. il y a une certaine forme de promotion aussi qui doit se faire. C'est-à-dire que Certains. le grand public se sensibilise énormément avec les émotions. Mhm. C'est dommage ou c'est la réalité. On peut juger de chacun des deux côtés, mais la majorité du grand public, souvent, va fonctionner aux émotions. Puis, je pense que de prendre une journée puis de dire les femmes, il y a de l'avancement qui a été fait, puis, tu sais, on passe aux suffragettes, qui, au départ, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Tu sais. Puis aujourd'hui, il y a des pas qui ont été faits, puis il y a des pas qui restent à faire. Puis je pense que c'est juste une journée pour dire,
mesdames, tu sais, je vous laisse cette journée-là pour dire bravo. Regardons en arrière, prenons cette journée-là pour regarder en arrière tout ce qui a été fait, puis montrer que c'est possible de faire des choses aussi dans le futur. Donc, je pense que ça peut avoir du positif, mais effectivement, il ne faut pas dire, tu sais, faut pas dire, ah ben c'est la journée de la femme, tu sais, devenir une caricature de soi-même, puis un peu une Saint-Valentin. Je comprends aussi la logique de est-ce qu'on célèbre le droit de la communauté noire juste on Martin Luther King's Day ou juste toute l'année, il faut célébrer les droits de tout le monde, tu sais, ça je peux comprendre aussi cette logique-là. Mais bref, un joyeux jour célébrant le droit des femmes à tout le monde. Ben, joyeuse journée qui est passée. Qui est passée, c'était hier exactement. C'est avant-hier. Avant-hier. Ah ouais, avant-hier. Et avant de passer avec le reste de l'émission, regarde, j'ai soif. C'est un apéro quand même après tout. Donc, qu'est-ce qu'on boit cette semaine, Grand Mébarek? Cette semaine, c'est un vin rouge du nom du Le Bâtonnier. OK. Produit québécois qui vient de l'Estrie, les cantons de l'Est. Donc, j'imagine que si tu fais la route des vins, tu devrais sûrement passer par le vignoble Saint-Armand. J'imagine. Donc, du domaine du Ridge, donc gros shootout. Apparemment, un vin sec, donc pas trop sucré, avec des arômes du style betterave et mûr. OK, ben regarde, on l'essaye. Oui. Puis sur Instagram, en stories, on vous donne notre note sur 10. Let's go. Et, puis, shootout à vignoble Saint-Armand. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, il y avait un de mes cours qui parlait justement de l'évolution du vin au Québec et à quel point les conditions n'étaient pas idéales. Donc, je veux dire, c'est fou de penser qu'on fait du vin au Québec. Ça a l'air quand même banal de dire ça, mais il y a à peu près comme 30-40 ans, il n'y avait absolument rien. Là. Tu sais, je veux dire, le vin, ça prend des conditions extrêmement propices. On laissait plus ça à l'Europe, c'est ça? Ah oui, mais c'était pas fait. Le Québec n'est pas fait à la base pour produire du vin. Là. Ça a été des croisements de différentes cépages, des trucs comme ça. Ça a été de l'évolution, ça a été du travail de pionniers. Okay. Quand tu penses à ça, le Québec n'est pas un terreau fertile pour le vin. Donc, de voir quand même qu'il y a des gens qui sont dédiés et arrivent à un résultat comme ça, on va l'essayer. Puis, à la tienne, on peut plus vraiment toucher, donc dans ta tête. Mais donc il a une belle robe, comme on dit. C'est fou à quel point moi je suis pas le plus grand connaisseur de vin. J'aime en déguster, mais c'est pas les termes, non, c'est ça. Astringent. Moi je dis toujours robe. C'est long en bouche. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais ça sonne bien quand même. Ça sonne bien, c'est ça. Tout est dans comment ça sonne. Non, c'est long en bouche. Je trouve mais il est excellent. Les arômes. Ouais, quand même. Excellent. Je trouve qu'il y a un... Il y a un petit strong. J'allais dire des trucs pour encore avoir l'air fancy. Vas-y. Je trouve qu'il casse bien en arrière. Là. Il casse bien en arrière du palais, non? Pas mal ça. On donne une note positive. Non, mais sérieusement, je vais me laisser le temps de l'émission pour faire ma note. Moi. OK, mais prends ton temps. Prends ton temps de déguste. Anyway, là, on fait juste à peine commencer la musicale. On fait juste commencer la musicale. Puis, parlant de la musicale, let's go. Ça fait 1 an demain que l'OMS a officiellement déclaré une pandémie mondiale. 1 an, mais barré. 1 an. 1 an. Donc, le 11 mars 2020. Là, le gars comme 2000... On est dans quelle année? 2016? Fun fact? Ouais, vas-y donc. Oui, l'OMS a déclaré l'état de pandémie ce jour-là, mais les premiers cas de COVID ne remontent pas au 11 mars 2020. Non. À ce qui paraît, selon certaines lectures que j'ai faites, mais bon, dans les commentaires, vous pouvez contre-argumenter si vous avez eu des informations différentes. Les premiers cas qui auraient été recensés, ça aurait été en 2019, après un certain Jeux olympiques des militaires, genre au Japon ou en quelque part. Aussi loin que ça? Ouais. C'est genre tous les militaires de la planète se réunis pour faire des Jeux olympiques, mais de militaires. Puis il y a eu les premiers cas en avril 2019, le premier cas recensé de Moi, j'avais lu août 2019, je pense. Août? Mais ça se peut très bien que ce soit c'est ça dans ces eaux-là. D'ailleurs, un autre fun plus ou moins 5 mois. Un autre fun fact, tu sais, les gens disaient beaucoup l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est comme l'instance intergouvernementale de l'ONU. Ouais. Ah, mais il aurait dû voir ça venir. Tu sais, tu l'as dit, ils ont déclaré la pandémie le 11 mars, mais les cas remontaient à beaucoup plus loin, 1 an et plus. Ils reçoivent à peu près par mois 7000 alertes de possibles maladies. 7000 alertes? 7000. De possibles maladies, microbes, souches, variants virus qui pourraient
qu'est-ce qui se passe, il faut l'analyser, tu sais. Fait que Wow. dis-toi que Il faut qu'il entre puis qu'il... Oh, ouais. il y en a 7000, le coronavirus est arrivé comme, 2-3 personnes qui ont une petite fièvre au Chine, Japon, ouais. whatever, passe à l'autre, tu sais. Ouais, Puis ouais. finalement, ça s'est avéré que Ben, ça, c'est c'est devenu la pandémie mondiale, mais c'est pas si facile, là, c'est pas aussi évident qu'on pense. Non. Faut jamais juger non plus les décideurs, puis les experts aussi. Il y a une crise contre les experts maintenant, mais faut jamais oublier que c'est pas si simple que ça. Là. Ça paraît pas comme un gros signal d'alerte au début. Là. Donc, je sais pas si je dirais 1 an de... Joyeux anniversaire! Joyeux Covidersaire. Ouais, joyeux Covidersaire. Ah, fini là. Ouais, ça a-tu passé vite ou ça a vraiment pas passé? Extrêmement passé vite, ouais. C'est bizarre, hein? Sérieusement, il y a ces moments-là qui étaient interminables là, durant le premier confinement, par exemple. Puis il y a le fait que ça fait déjà 1 an. Mais c'est fou quand même. Tu sais, c'est comme... Quand j'y pense, j'ai l'impression que cette année-là a été interminable. Mais je me dis, tabarouette, comme j'ai l'impression d'avoir vécu 3 années. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir vécu plus de choses que j'ai l'impression de l'avoir fait en 1 an. Ouais. Ma vie a changé en 1 an, tu sais. Je te file. Fait que c'est un peu ambigu, je trouve. C'est assez spécial. Et parlant d'ambiguïté, je voulais te parler de la famille royale. Qui ne vit pas dans les eaux les plus claires, mettons, en ce moment. Est-ce que tu vas me parler du Megxit? Megxit! Ils adorent tout appeler tout ce qui se passe avec le Xit après en Grande-Bretagne. Ouais, hein? Puis d'ailleurs, dernièrement, il y avait on parlait du Texas il y a 2 semaines. Ouais. 1 semaine, 2 semaines. Ils ont le Texit. Il y a eu du Texit. Il y a eu aussi la Californie. Calexit. Mais d'ailleurs, il y a un article que j'avais lu où chaque pays avait son nom de sortie. Puis, je trouvais ça pas Ouais, c'est sûr. Au même titre que tes mots allemands la semaine passée pour parler du COVID. Je me rappelle, Balkenzagen? Il y avait le Solidarbier. Solidarbier. Anyway. C'est quoi? Ma bière de COVID. La bière COVID avec une distance de 2 mètres. Mais bon, Salzgenbagen. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Meghan Markle, la princesse, la femme du prince. On est loin de Disney, par exemple. Ouais, non, loin de là. Loin de là. Ouais. La femme du prince. Harry. Harry Potter? Ouais. Mais il aurait pu se jouer Ron, je pense. Ouais. Tellement roux. Mais ouais, qui serait. Pas qui serait allé, qui est allé faire une interview chez Oprah Winfrey. Oui. Où est-ce qu'elle a fait des déclarations très choquantes quant à l'establishment qui représente la famille royale. D'ailleurs, elle appelle la famille royale The Firm, comme la firme. The Firm. The Firm. Une bonne série Netflix, hein? Juste The Firm. The Firm. Alors qu'il y a déjà The Crown. Ouais, qui est déjà une bonne série Netflix. Mais moi, je veux l'alter ego, je veux The Firm. The Firm. Puis c'est comme la partie plus dark, là. Je suis sûr qu'ils vont le faire... Gotham de... Savez-moi si The Crown finit un jour puis qu'ils veulent faire un spin-off, ça va s'appeler The Firm, c'est sûr. Dis-toi juste quelque chose. Meghan et Harry ont signé une entente avec Netflix de plus de 100 millions de dollars. Donc, il y a peut-être... il va y avoir un reportage c'est sûr Netflix que le original documentaire là-dessus. s'en vient, puis oui. Ah ouais. Ils vont rentabiliser ça au fond. Et c'est un peu voyeuriste, je trouve, hein? L'entrevue, je me sentais comme mal, puis j'étais un peu curieux en même temps de savoir ça, parce que c'est quand même des dessous, en fait, d'une institution qui est tellement gardée. Secrète et tout, ouais. Mais en même temps, ça me faisait un peu un malaise, parce que je trouvais que cette institution-là, on a parlé de gouverneur général aussi par le passé, puis je trouve que c'est des institutions qui sont très vieilles, sont très conservatrices, très carrées. Puis là, justement, c'est une preuve à quel point le modernisme, en fait, vient bousculer, justement, ces institutions-là. Tu sais, un prince qui est un peu plus du champ gauche, d'ailleurs, qui revient un peu de Princesse Diana aussi. Il y avait eu un énorme scandale par le passé. Justement, il avait dit que nous, on s'en va parce que j'ai pas envie que ma femme vive ce que ma mère a vécu. Mais il y a de quoi qui me rend... Tu viens de dire que c'est une vieille institution, mais pourquoi elle attire autant l'attention? Pourquoi elle attire autant... Tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là. Tu sais, je veux dire, la génération de ma mère, la princesse Diana, tout le monde aimait princesse Diana. Puis pourquoi tout le monde aimait princesse Diana? Genre, why? As-tu écouté Disney?
Ouais. Bon. Elle représentait tout ça ouais. Tu sais, le monde des princesses, je pense que ça fascine encore. Ouais, ça fascine vraiment les gens. Un peu, puis c'est pour ça que, d'ailleurs, cette semaine, quand ça s'est passé, cette interview-là, il disait qu'il y avait toute une game entre les médias britanniques et The Firm, donc la famille royale, qui ont vraiment il y a un deal sur les exclusivités, à savoir quand ça parle de la famille royale et des trucs comme ça. Donc il y a vraiment, c'est très présent dans l'espace médiatique. Je me demande même, est-ce que c'est pas leur façon de gagner un peu de légitimité, parce qu'on est... La monarchie, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est très symbolique, que ce soit en Espagne, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit ou ailleurs. En Belgique aussi. En Belgique aussi, ouais, exactement. je pense. Ouais, exactement. C'est très très symbolique, mais on dirait que en France, ils ont perdu la tête. Ah non. Pas encore. C'est pas Louis XVI. Mais ouais, justement, j'ai l'impression que toute cette game-là, dont fait partie cette interview-là avec Meghan Markle, ça les maintient la tête hors de l'eau, tu sais, parce que sinon... on n'entend juste plus parler d'eux. Parler d'eux, puis that's it, leurs revenus vont baisser. The Firm, je pense que c'est une bonne manière de les décrire, parce qu'effectivement, c'est quasiment comme une entreprise privée, tu sais. Il y a une manière de faire de l'argent, il y a une manière de se maintenir, il y a un lobby qui se fait. Donc, leur rôle a tellement changé au cours des dernières, je dirais, décennies et siècles que, c'est quasiment rendu une entreprise privée qui est hyper bien gardée, là, puis c'est très symbolique. Puis que les valeurs de la compagnie sont pas bien avancées, là, elle a révélé que le fait que Meghan Markle soit dark skin un peu, ça causait certains problèmes, à savoir est-ce qu'un des princes héritiers ou whatever, je sais même pas c'est quoi le terme, héritier ou pas héritier, est-ce qu'il tu sais qu'un prince avec le dark skin, c'est mal vu dans la famille Windsor, dans la dynastie whatever de Windsor. Il voulait pas lui donner le titre de prince. C'est ça. Ouais, donc tu vois que c'est très archaïque comme façon de penser, puis comme... Puis là, il y a cette manière moderniste d'une personne qui n'est pas britannique, qui arrive dans une famille avec des origines qui sont pas les mêmes que les Windsor. Donc, il y a plusieurs éléments qui contrastent en fait avec ce conservatisme-là. Juste en jasant comme ça, il y a juste de quoi qui me pop à la tête. Tu l'as sûrement vu, ce meme-là de « OK, there are some millionaires talking with the billionaire », donc la famille, Meghan Markle et son mari, qui parlait avec Oprah Winfrey, la billionaire, la milliardaire, complaining about how they are oppressed, tu sais. Donc des millionnaires qui jasent à des milliardaires sur combien ils sont opprimés, tu sais. Ouais, parce que ça n'avait pas l'air très triste, là. On s'entend zéro le jardin de Oprah Winfrey, là. Non, d'ailleurs, là, l'interview commençait avec, OK, donc, elle aborde le fait qu'ils sont voisins, tu sais. C'est comme, oh, you're living down the road, I just live up the road. Tu sais, des problèmes de riches, puis ils sont comme, là, on n'est pas ni chez vous ni chez nous, on est comme chez un de nos voisins qui a une superbe vue. C'est comme, pourquoi vous adressez ça? Déjà que c'est trop. Déjà qu'on vous regarde. Ouais, juste au moins croire que c'est un green screen, puis aïe. Mais en fait, c'est ça, je pense, qui fascine, en fait. C'est fascinant. C'est une autre vie pour nous autres, tu sais, le fait qu'il y a quasiment une calèche qui les amène jusqu'à l'entrée, puis d'avoir un manoir, puis le fait d'être toujours sur les projecteurs, c'est comme les paparazzis un peu. C'est fascinant, c'est fascinant. Pour nous, c'est une autre vie, tu sais. Mais, fun fact, Oprah Winfrey, qui est une très très bonne entrepreneur. Ouais, clairement, je n'enlève rien à Oprah Winfrey. C'est pas ça que j'ai dit, une milliardaire qui écoute des millions. J'enlève rien à comme. Parce qu'elle, she started from the bottom, now she's here. Il n'y avait rien. Elle avait rien, ouais. Puis là, mais elle a quelque chose parce que tu sais combien elle l'a vendu, l'entrevue à CBS? Combien? 7 millions. D'ailleurs, si CBS, moi, je peux. 50$, je fais un esprit de belle entrevue, sérieux. Je vous fais des confidences là, incroyables pour 50$. En tout cas, CBS, c'est pas BS. En tout cas, mauvaise blague. D'habitude, c'est moi qui fais ces blagues. Ouais, puis là, je suis comme, il a fait pas. Même affaire. Il sent mal. C'est ça. Ok, mais il y a du monde qui ont des attentes, là. En tout cas, moi, je me suis senti un peu mal d'écouter des extraits. Ouais, clairement. J'avais le goût de l'écouter. Ouais. C'était comme dans ce duel-là de. Je trouve ça vraiment en écouter des. Mais nous, on est comme des journalistes. Des journalistes. On a le droit. On est du fake news. C'est ça.
Fait que bref, c'était ça m'a marqué cette semaine, en fait, le Meghan Markle, qui, quand même, c'est pas tous les jours qu'il y a une exclusivité avec autant de croquants, on pourrait dire. Mais on parle pour conclure là-dessus, là, on parlait tout à l'heure de culture woke un peu, puis on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. À ce que j'ai vu, c'est comme... Ce qui arrive en ce moment avec Meghan Markle, c'est comme pas nouveau. Là. C'est depuis qu'ils sont mariés que on parle déjà de son dark skin, que les médias britanniques parlent du dark skin, ces affaires-là, puis que l'opinion publique s'en foutait un peu, ou on n'en parlait pas nécessairement. Puis tout d'un coup, avec toutes dans la foulée de Black Lives Matter et tout, la culture woke de plus en plus présente, là, on en parle, puis là, ça embarque, tu sais. Là, oui, on va faire une interview à 7 millions. Je sais pas, il y a toujours cette... Je sais pas. Une question de contexte qui est apparue. Parce que c'est ça, ce qui paraît, genre, depuis qu'ils sont mariés, là, qui en parlent de sa dark skin, Meghan Markle. Puis, comme je t'ai dit, là, ils ont signé un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix. Ouais. En tout cas, c'est ce que moi j'ai lu, là. Je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais moi, ce que j'ai lu, c'est ça. Puis, il a signé d'autres ententes aussi avec différents... grandes entreprises au niveau de tout ce qui est comme branding, marketing. Aïe, aïe. Ils sont pas pauvres, là. Puis je les plains pas, moi, là. Dans l'interview, t'avais le prince Harry qui disait ouais, la famille, depuis début 2020, they cut us off. Like, ils donnent plus d'argent. Il était comme genre vraiment genre triste de le dire. Puis comme, tu fais pas pitié, man. Non, c'est ça. Tu viens de dire qu'il vient de signer pour 100 millions avec Spotify. Le gars, il reste sur la rue de Oprah Winfrey. Les maisons valent probablement plus que cette personne gagne dans leur vie. C'est ça. Fait que, tu sais, comme slow down. The hell c'est un down. autre monde. Ces gens-là vivent juste pas dans le même univers que nous. Non, vraiment pas. Puis, en tout cas, allez la voir, l'entrevue. Moi, j'ai pas vu au complet parce que j'ai pas CBS, mais j'ai vu quelques extraits, puis j'étais curieux, mais... C'est fascinant. C'est fascinant. Parlant de curiosité, ouais. Je me suis renseigné un peu cette semaine au niveau du féminisme, justement, parce que c'est le sujet de notre émission. No woman we cry. No woman we cry. Puis, je suis tombé sur le centre de l'amitié autochtone. Ouais. Qui m'a vraiment fasciné parce que moi, je viens du nord du Québec. Je viens d'une petite ville. En haut du 49e parallèle. Exactement. Chibougamau. Puis, là-bas, je me rappelais qu'il y avait un centre d'amitié autochtone à Chibougamau. Puis, je trouve ça intéressant de parler de ça parce que, de un, c'est majoritairement dirigé par des femmes. Et puis, il y a justement un article qui est paru dans Radio-Canada comme quoi, en fait, ces centres d'amitié autochtones-là, souvent, sont mal perçus et sont souvent une certaine forme de censure, on pourrait dire, sont mis de côté, en fait, par les conseils de bande autochtones, qui n'aiment pas trop, justement, le fait de diviser un peu le pouvoir, on pourrait dire ça. Mais en tout cas, bref, je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, c'est des initiatives qui sont prises par des femmes, qui ont leur poids actuel parce qu'effectivement, les Premières Nations vivent aussi en ville maintenant. Ouais. Mais qui, encore une fois, c'est toujours les femmes, il faut toujours qu'ils fassent 2, 3 puis 4 pas supplémentaires pour avoir un pied dans le pouvoir, pour se faire entendre, pour mener des initiatives. Puis je pense que ça, c'était vraiment à l'autochtone, un exemple qui était assez probant justement du fait que les femmes, encore aujourd'hui, doivent toujours travailler 2 fois plus fort pour avoir le même résultat. T'sais. Exact. Puis ce qui arrive avec les centres d'amitié autochtones, c'est que, comme tu disais, c'est majoritairement administré par des femmes. C'est-à-dire que 12 des 14 CA, on va les appeler les CAA pour commencer, tu sais, les CAA. Non, je pense que c'est CAA Québec. Ah, c'est vrai. C'est AAQ. OK, ouais. Centre d'amitié autochtone. Ouais. 12 des 14 centres d'amitié autochtones au Québec sont dirigés par des femmes. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a une certaine dualité, comme tu viens de dire, entre les conseils de bande, qui sont comme la structure politique des réserves amérindiennes, et ces centres d'amitié autochtones-là qui se veulent une institution qui va être présente dans les 4 coins du Québec et qui contrairement, par exemple, au conseil de bande qui, eux, visent seulement le développement économique, eux visent, les centres d'amitié autochtones, eux visent vraiment le développement social de ces communautés-là. Puis ce qui arrive, c'est que, d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment, les conseils de bande, c'est vraiment un boys club, t'sais. Tandis que, comme je viens de le dire, c'est les centres d'amitié autochtones, c'est le club un peu plus féminin, qui sont très mis de côté lorsque vient le temps de
prendre des décisions, parler au gouvernement, revendiquer certains trucs. Par exemple, lors de la triste affaire Joyce Echaquan, il y a eu une conférence de presse qui s'est faite devant le centre d'amitié autochtone de Joliette. Puis, en fait, malgré le fait que ce soit les centres d'amitié autochtone qui a tout pris en charge, l'accueil, la prise en charge de la conférence de presse, on les a même pas nommés pour les remercier. Les chefs de bande ont pris la parole pour parler, puis ils n'ont aucunement nommé le centre d'amitié, puis ils les ont vraiment mis de côté, malgré le fait qu'ils étaient vraiment impliqués dans cette affaire-là. D'ailleurs, une des dirigeantes du centre d'amitié de Joliette, quand elle a vu la vidéo live, elle s'est tout de suite présentée à l'hôpital, tellement que eux visent vraiment sur le bien-être social de la communauté. Puis c'est ça, ce que je trouve intéressant et triste en même temps, c'est que certaines reproductions de certains schèmes fascistes au sein même de la communauté autochtone, tu sais, on les a opprimés beaucoup, puis eux, dans même de leur propre communauté, il va y avoir une certaine forme de fascisme et même de fascistes anti-féministes, là, tu sais. Ouais, mais il y a une forme aussi, je pense, de sécurité. Je pense qu'effectivement, tu l'as mentionné, souvent je pense que on le voit un peu avec Israël, par exemple. Ouais. Ou d'autres groupes qui vont être opprimés, c'est qu'à un certain moment donné, on va vouloir on a une forme de sécurité qui se crée, puis on va vouloir protéger, en fait, on va se protéger soi-même. Puis même, je pense qu'on pourrait, à d'autres échelles, on peut pas comparer, mais au Québec même, ça a été le cas pendant un très très long moment, tu sais. Les Franco-Canadiens qui étaient plus pauvres, qui étaient plus le cheap labor, ben là, on a une certaine forme d'insécurité, puis là, on a voulu se protéger, puis là, on a vraiment comme... On n'est peut-être pas suffisamment inclusif aujourd'hui, justement, parce qu'on a voulu se protéger du passé. Donc, exact. Il y a un leg, il y a un certain traumatisme qui va se perpétuer dans le temps, puis on va répondre, justement, avec une forme d'insécurité à essayer de protéger certains acquis. Puis quand tu y penses, tu sais, le conseil de bande, c'était créé de toutes pièces, en fait. L'instance politique autochtone aussi est assez jeune. Tu sais, donc, il y a aussi un lobbyisme, il y a aussi des formes... Tu sais, la politique, c'est jamais, je pense, linéaire, c'est jamais... Tu sais, dans chaque instance politique, il y a des lobbies, il y a des gens qui vont pousser pour certaines choses, il y a des gens qui vont avoir plus de contrôle, puis effectivement, moi, ce que je trouve, c'est que, justement, ces femmes-là ont voulu dire, ben, tu sais, le conseil de bande gère d'une certaine façon. Nous, on veut amener quelque chose de plus, un service supplémentaire. C'est pas juste un service, c'est la création d'une société civile autochtone. Ouais. Je veux dire, parallèlement à l'institution politique qui représente le conseil de bande, il va y avoir parallèlement une société civile autochtone qui va se former parce qu'eux visent justement le bien-être social de ces communautés-là. Puis, un des points pour comme discréditer les centres d'amitié autochtones, ce que va mettre sur la table le conseil de bande, c'est que tout l'argent qui donne, tout l'argent va dans les villes si on les donne aussi aux centres d'amitié autochtones, parce que c'est beaucoup dans les villes que ces centres-là sont présents. Mais il ne faut pas oublier que, fun fact, la population autochtone croît 2 fois plus rapidement en zone urbaine, Montréal, les alentours, Joliette, ces endroits-là, qu'en pleine réserve, tu sais. Oui, en pleine communauté. En pleine communauté. Je déteste utiliser le mot réserve. Réserve, c'est vraiment... dans ma tête, ça sonne réserve, comme un parc. Ouais, c'est pas communauté, mais... Je préfère. Effectivement, tu sais, c'est fou de penser. Je pense que les Premières Nations, ils ont une présence en ville maintenant. Puis justement, il y avait un article, vidéo à Radio-Canada au niveau des artistes aussi, parce qu'on veut faire plus de place aux artistes autochtones. Tu sais, je pense que les Autochtones veulent aussi, je le pense, prendre une place dans l'espace aussi du territoire, autant en ville. Tu sais, il y a des gens qui vont préférer être en ville, comme moi, je viens d'une petite communauté, puis moi, je voulais être dans un endroit plus grand pour avoir différentes opportunités, pour avoir une manière de vivre aussi, tu sais. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait aussi des personnes d'origine autochtone qui veulent s'installer en ville. Clairement. Puis, autre chose importante aussi avec les centres d'amitié autochtones, c'est que c'est des besoins qui sont là depuis des années, que les CAA, les centres d'amitié autochtones, demandent, et là, reçoivent les fonds, et on dit, ben là, on aurait aimé ça avoir les fonds dans la communauté, comme tu dis, mais
Ça fait des années Ça fait des années qu'ils le demandent. qu'on veut offrir un service. Puis, comme tu dis, il y a la création d'une société civile où il y a une identité qui se crée. Il y a un maillage de communautés qui va se créer. Tu sais, les centres d'amitié autochtones, c'est des gens... Il y a différentes nations autochtones qui peuvent se côtoyer. Donc... C'est ça, eux autres, c'est vraiment une politique porte ouverte. Contrairement au conseil de bande puis les services qu'eux vont donner, c'est qu'il faut falloir que tu présentes ta carte de telle nation. De telle nation. Donc, si tu es de telle nation, tu peux avoir... Donc, si tu es, par exemple, à Wendake puis tu es Wendat, ben, tu vas avoir accès à ces services-là. Tandis que les centres d'amitié autochtones, c'est vraiment une politique porte ouverte. Mais c'est très intéressant que tu abordes le sujet de... que ça fait longtemps que les centres d'amitié autochtones demandent à se faire écouter, ces affaires-là. Puis, on parle de culture woke, tu sais, encore une fois, pour ramener ça. Ben oui. On dirait qu'on est toujours dans la réaction à un événement grave pour faire avancer les choses. Par exemple, j'ai lu que le centre d'amitié autochtone de Val-d'Or... en 2015, s'est fait octroyer 6 millions de dollars par le gouvernement Couillard en réaction à l'affaire des femmes autochtones qui se sont fait violer par le service de police, par certains membres du service de police du SPVQ de Val-d'Or. Donc, en réaction aux femmes qui se sont fait violer, qui ont vécu une injustice, on leur a donné 6 millions de dollars. Encore une fois, après l'affaire Joyce Echaquan, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de donner 3 millions de dollars au centre d'amitié autochtone de la région de Joliette. T'sais. On est dans la réparation, toujours dans la réparation. Au lieu de la proaction, comme pourquoi on laisse ça arriver, puis on dirait qu'il n'y a pas de... L'être humain est un être émotionnel aussi. Ouais. Faut pas se cacher. On réagit aux émotions, on est très émotif. Puis aujourd'hui, je veux dire, on est tellement bombardé de l'instantané que... il arrive une nouvelle, puis là, il y a tellement de soutien et ça fait effectivement un mouvement. Puis je voulais te faire une transition qui finalement est devenue pratiquement le sujet principal. C'est un très beau sujet. Mais d'ailleurs, il mériterait qu'on en fasse un apéro complet, certainement. C'est ça qu'on fait, non? On fait un apéro sur les femmes. Mais je trouve ça un peu malaisant au début parce qu'on est comme deux gars. C'est vrai, encore. De femmes. Ce que j'ai toujours détesté, c'est par exemple une bande de vieux blancs de 50 ans qui parlent de droits des blacks. Une bande de vieux blancs qui parlent de droits des femmes. Puis là, on est encore deux jeunes blancs qui parlent de droits des femmes. Deux jeunes blancs hommes qui parlent de... En tout cas. Mais dans nos dernières, quand on était dans la radio, on invitait chaque année, pour cette semaine-là, des femmes, justement, à parler de cette Et pas que cette semaine-là, mais spécialement cette semaine-là. Oui, c'est ça. On faisait un spécial droits des femmes et on parlait de ce sujet-là ouvertement avec des femmes. Exact. Et cette année, on n'a pas pu le faire parce que on peut juste pas avoir d'invités. Mais dès que ça va être possible, les invités vont venir dans notre beau studio. Notre beau studio. Et d'ici là, une petite transition. Oui, donc. Écoute. Vas-y. Je l'ai manqué. Mais ça fait la job. Oui, on comprend que c'est une transition. Je vais te parler de femmes aussi dans d'autres pays parce que on parle de femmes au Québec. Ouais. On parle des suffragettes justement avec le droit de vote à les années 40. On parle des centres d'amitié autochtones, de la difficulté des femmes autochtones justement d'aller au point avec la société civile. Mais il y a des pays où c'est vraiment problématique. Encore plus qu'au Québec. On ne peut pas se comparer, mais j'ai lu, il y avait différents endroits dans le monde où la lutte vraiment n'est pas terminée. On peut parler, un qui m'a le plus marqué, c'est l'Afghanistan. Let's go, je t'écoute. Où, en fait, depuis un certain temps, il y a eu une répression qui est beaucoup plus accentuée au niveau des femmes dans ce pays-là. Et l'un des journaux du pays, NACAS, qui engageait une proportion, je ne me rappelle plus exactement le nombre de proportions de femmes, en fait, maintenant, dû soit licencier ou mettre une garde protégée sur ces femmes-là parce que ces femmes-là sont victimes de violences. Okay. Et ça me fait un peu un lien un peu triste avec les féminicides qu'on a eu au Québec, qu'on a parlé la semaine passée. Il y a 2 semaines, oui, exact. Tu sais, la lutte des femmes, c'est pas encore terminé. Puis, je trouve ça dommage, mais je pense que ça montre à quel point, tu sais, il y a quand même eu des morceaux de cassette qui ont été rajoutés au travers du temps, mais
ce travail-là n'est pas terminé. Puis c'est même pas une question de woke culture ou de cancel culture, c'est une question que les femmes aujourd'hui doivent être égales à l'homme, mais on n'en est pas encore là malheureusement. Non, vraiment pas. Puis bon, pour commencer ma petite chronique sur ce sujet-là, c'est bien de commencer sur, comme tu viens de dire, il y a des beaux morceaux de cassette qui ont été placés. Donc, on peut penser, par exemple, à Kamala Harris, qui est devenue la première vice-présidente femme de l'administration américaine. On peut penser à Angela Merkel, qui est une figure de proue dans la politique européenne. Et on peut penser à... c'est quoi déjà son nom? Il y a une femme, la présidente de la Nouvelle-Zélande, la première ministre de la Nouvelle-Zélande? Oui, Janet, j'avais son nom. Mais ouais, c'est ça. Donc, oui, il va y avoir de plus en plus ces personnages-là qui vont prendre de plus en plus de place dans l'espace public, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde que, comme tu dis, l'Afghanistan entre autres, que la game n'est pas jouée totalement. Donc, premièrement, de quoi on pourrait parler? Par exemple, en 2018, en fait, tu sais, les droits des femmes, là, oui. Si on veut diviser ça sur comment bien voir ça, les différentes dimensions de ce que c'est, puis les différentes trajectoires que ça peut prendre pour évoluer. On peut penser par exemple au droit de vote. Le droit de vote, c'était au courant la fin du 20e, début du... Fin du 19e, début du 20e, donc ouais. Au tournant de 1819, fin 1800, début 1900. Au Canada, je pense que les femmes ont eu le droit de vote en 1918, exactement. Depuis la loi. Donc, c'est ça. Le premier pays à l'avoir octroyé, c'est la Nouvelle-Zélande, donc en 1893, puis ça a suivi par après, bon, tu viens de le dire, le Canada en 1918, et la France, ça m'a vraiment marqué quand même assez tard pour un pays occidental, 1945. Oh wow! Qui était quand même 30 ans après le Québec, Canada. Ça a été long, hein? Le Québec aussi, 60, exactement. Les années 60 pour le Québec, alors qu'au Canada, c'était bien avant, tu sais. Oui, on était en retard, on pourrait le dire. Clairement. Puis, voilà, donc le dernier pays à avoir donné le droit des femmes, c'est l'Arabie Saoudite en 2015. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que dans une société aussi conservatrice que l'Arabie Saoudite, se dire que maintenant les femmes en 2015 ont eu le droit de vote, c'est une bonne chose. C'est juste que... il faut relativiser parce que dans un pays où il y a la charia depuis je ne sais quand, c'est une bonne chose. T'sais. C'est une bonne chose, mais en même temps, peu importe si les femmes ou les hommes votent, sur le papier, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est que c'est une monarchie full pas démocratique. Non, c'est ça. Fait je vote, mais je sais pas pour qui voter. C'est ça. Saoud ou Saoud? Saoud, ben c'est ça. Non, le roi ne changera pas. Ça va être plus sur leur... les femmes saoudiennes vont plus voter par rapport à certaines... règles qui vont dicter si elles peuvent avoir une certaine autonomie financière, par exemple. Ok, ben quand même. Non, faut le voir comme un progrès, je pense. Puis ensuite, en 2018, ils ont eu le droit de conduire. C'est gros. Pour l'Arabie Saoudite, c'est dommage de dire qu'aujourd'hui, une femme doit se battre pour avoir le droit de conduire, mais en Arabie Saoudite, c'est un droit c'était un combat. Puis en 2019, le droit d'avoir un passeport et de voyager sans tutelle masculine. Mais il ne faut pas oublier que c'est sur papier, hein, tout ça. Donc, il ne faut pas oublier que dans ta famille, ça se peut que ta famille soit ultra conservatrice, puis jamais elle va te donner accès à une voiture, ni même à un passeport. Oui, non, c'est ça. Il y a des niveaux aussi. C'est ça. Il y a la réalité aussi qui rentre en jeu. Puis... c'est ça. Donc ça, c'était pour ce qui était le droit de vote, qui était une des pistes pour les avancées du droit des femmes. Il y a aussi, par exemple, là-dedans aussi, le droit à l'équité salariale, oui. qui est une pierre angulaire de l'équité entre le droit des hommes et le droit des femmes. L'équité salariale, parce que, par exemple, à ce jour, en moyenne, dans le monde, quand un homme gagne 100$, par exemple, pour faire une échelle, la femme va gagner pour le même travail 84$, ce qui est un écart de 16% environ, puis ce qui n'est pas normal. Non, tout à fait. Parce que pour le même travail, excuse-moi, si tu as levé 4 poches de terre, puis moi j'ai levé 4 poches de terre, si moi je payais 100$, toi 84$, il y a une énorme inégalité. Oui. Puis, le premier pays, fun fact, à avoir passé une loi pour l'équité salariale, c'est l'Islande, en 1961. Donc, ça fait très longtemps. Un an après que nous, on a donné le droit de vote, eux passaient une loi pour l'équité salariale. Wow. Mais comme on vient de le dire sur l'Arabie Saoudite,
chose sur papier n'est pas chose réelle nécessairement. C'est-à-dire qu'à ce jour, en Islande, il y a encore une certaine forme d'iniquité salariale qui est de, par exemple, si un homme gagne 100 $, ben la femme va gagner quelque chose comme 87, quelque chose comme ça. Puis, ce qui fait en sorte que l'Islande a été le premier pays à passer une loi à obliger les employeurs à prouver qu'ils payent l'homme et la femme de la même façon pour le même travail. Parce qu'à ce jour, dans tous les systèmes, c'est à la femme de prouver qu'il y a une inégalité salariale. Tandis que là, c'est une loi qui fait en sorte que c'est l'employeur qui doit prouver qu'il est égal. C'est comme une loi positive. Je ne sais pas si tu comprends. Ah, wow. Tout à l'heure, en tout cas, je sais que le deuxième apéro que tu voulais qu'on aborde, c'était des pistes de solutions pour aider la cause féministe. Puis ça, c'en est une. Des lois qui sont volontaristes qu'on appelle. Par exemple, au lendemain du le génocide rwandais, le Parlement là-bas a passé une loi volontariste qui fait en sorte que les femmes se devaient d'être équitables aux hommes dans les postes de gestion politique. Puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, 61 ou 62% de l'Assemblée rwandaise, c'est des femmes. C'est ce genre de politique-là volontariste qui fait en sorte que l'égalité va s'installer. Donc, c'est ça. C'est ce qui était pour le droit, ce qui était pour l'équité salariale. Une autre piste, c'est le droit de disposer. Est-ce que je parle trop longtemps ou Non, vas-y. Moi, je t'écoute puis j'admire. Let's go. Je mange pas pourquoi en ce moment. Let's go. Pas que tu peux pas faire ça au cinéma. Fait que... Non, c'est ça. Fait que le droit de disposer. Le troisième piste d'avancement pour les droits des femmes, c'est le droit de disposer de son corps. C'était, par exemple, le droit à l'avortement. Parce qu'en 2018, l'avortement était inaccessible pour une femme sur deux sur la planète. C'est énorme. Et là, on pourrait parler aux États-Unis où il y a certains États qui l'ont aboli, en fait. Exactement. Le droit à l'avortement. Exactement. Surtout sous l'ère Trump, ça a été vraiment un sujet qui était vraiment redevenu sur la table. Il faisait débat alors qu'il n'avait pas lieu d'être de faire débat. Mais il y a beaucoup d'endroits maintenant, comme par exemple en Alabama, où est-ce que c'est... tu peux pas. Tu peux pas, même si c'est victime de viol ou d'inceste, tu peux pas. À moins que tu mettes ta vie en danger. Même l'arrêt Roe versus Wade, qui était lui qui a légalisé en fait l'avortement partout aux États-Unis. Techniquement. A été pratiquement remis en cause parce que Donald Trump voulait mettre 5 juges très conservateurs à la Cour suprême. Il l'a fait. Il l'a fait. Oui, maintenant, c'est les juges conservateurs qui sont... La dernière qui a été nommée juste avant qu'il parte. La femme, ouais. Qui est super cool, que ce soit une femme qui soit nommée à poste de juge. Mais c'est une ultra conservatrice qui va enlever le droit à l'IVG. Oui, ben c'est ça. Tu sais, mais ouais, c'est ça. Donc, le droit de disposer de son propre corps, c'est vraiment un droit qui n'est pas accessible à toutes les femmes sur la planète, donc 50% d'entre elles. Puis... voilà, donc droit de vote, l'équité salariale et le droit de disposer à son corps, et aussi l'accès à l'éducation. Parce que c'est bien l'équité salariale, là, mais si tu n'as pas accès à l'éducation, comment tu vas avoir un job? Tu sais, pas avoir l'accès à la moitié du travail parce que tu peux pas aller à l'école. C'est ça. Tu es en désavantage quand même. Exactement. Donc, le droit à l'éducation aussi, c'est un droit fondamental que les femmes, on se doit de leur donner parce que la violence structurelle, ce grand concept mis par le sociologue Johan Galtung, qui fait en sorte que si tu n'as pas les mêmes... qui soutient que si tu n'as pas les mêmes chances que tout le monde pour starter, ben c'est de l'inégalité, c'est une violence que tu subis parce que si moi je venais au Canada, c'est pas comme naître en Arabie Saoudite. Là, tu as nommé Galtung quand même, qui est une sociologue... une sommité. Haut niveau, là. Une sommité, mais effectivement, tu sais, puis tu penses aussi justement, même au Québec, où une femme, par exemple, devient monoparentale. Mm-hmm. Ben, cette dame-là doit travailler, puis le gars, lui, il s'en va, tu sais. Exact. Puis elle doit prendre soin de ses enfants tout seul. Mm-hmm. Donc, elle a en fait une charge de responsabilité supplémentaire, mm-hmm. puis financièrement aussi, puis en plus, probablement que le travail, comme tu le dis, elle va avoir un salaire qui est équivalent moindre aux hommes. Donc, mm-hmm. tu sais, imagine à quel point... on a toujours l'impression qu'elle doit faire davantage pour avoir le même statut que les hommes. Puis il y avait justement, tu sais, même juste le fait d'être jugé, tu sais. Si une personne arrive avec une jupe trop courte, ben là, on va la juger de telle façon.
C'est quand c'est arrivé où un homme est arrivé avec un pantalon trop court puis on l'a jugé d'une façon, tu sais. Il y a des barrières qui sont, je trouve, encore aujourd'hui où on va les juger plus rapidement parce que c'est une femme. Puis ça vient aussi d'un peu d'un legs du passé, tu sais. Par exemple, là, il y a la loi... c'est quoi la loi déjà sur le port des symboles religieux au travail? La loi 21? La loi 21, oui. C'est ça, par exemple, la loi 21, c'est pas écrit noir sur blanc, mais tu le vois que ça a rapport, par exemple, ça a rapport au voile que les femmes portent. Pas à la barbe que l'homme porte. Je sais pas si tu comprends. Wow, c'est toujours... La femme va toujours être victime de cette... de cette... Comment dire? Je sais même pas comment... J'ai pas le mot... Mais va toujours être plus victime que l'homme dans certaines politiques répréhensives de ce genre-là, par exemple. Parlant de femmes et de, on pourrait dire, signes religieux, il y a en Suisse, en ce moment, où ça a été adopté maintenant que c'était interdit en public de porter un visage complètement couvert. On s'entend que ça aussi, c'est une loi qui indirectement veut dire la burqa. Oui, la loi exactement, qui est portée par la femme. C'est ça. J'ai eu C'est comme me compléter la phrase. Hey, je commence les phrases, t'es fini, OK? Mais ouais. Ouais. Non, c'est ça. J'ai l'impression que, après, tu sais, ça, il y a un autre débat aussi. Est-ce que le burqa, par exemple, ou le voile religieux et tout, c'est un signe, en fait, de soumission pour la femme, ou en fait, ça peut être l'inverse aussi. Moi, j'ai rencontré des personnes qui me disaient, c'est plutôt l'inverse. Moi, je le vois comme je décide qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets. Puis j'ai décidé moi-même de mettre le voile, puis je suis très bien avec ça. C'est ça. Puis c'est ultra anti-féministe que de prêter des intentions à ce qu'elles font. Pourquoi c'est elle qui doit nous dire pourquoi elle porte, pas nous qui est comme ça doit être parce que enlève-moi ça. T'es trop conne pour juger, tu sais. Puis ça, il y a rien de plus mansplaining que ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est nous qui jugeons l'intention de ce qu'elle a fait. Exact. Mais il y a quand même plusieurs pays maintenant qui ont aboli la burqa en Occident. La France le fait également. La Suisse le fait. Puis il y a quelques autres pays qui l'ont fait. Moi, je sais pas, toi, comment tu vois ça? Ben, ce qui arrive, c'est que... Ce qui me fait rire... Miroir. Bon, ce qui me fait rire, c'est que toutes les femmes voilées, maintenant, avec le COVID, sont devenues des femmes avec le niqab, tu vois. Des femmes masquées. Non, mais je comprends pas comment tu peux passer des lois comme ça. Je sais pas. C'est des lois tellement répréhensibles envers un certain groupe, c'est tellement visé, c'est tellement... Tu sais, parce que les gens sortent pas avec... c'est les musulmans qui portent ça, c'est les... Je comprends, il y a pas... tu sais, il y a certains mouvements qui font en sorte que, mettons, les furry ou whatever, que des gens qui aiment ça de sortir en cosplay avec des masques, c'est anecdotique, tu comprends? Donc, des lois vraiment ciblées, ciblantes. Il y a encore un certain malaise aussi, je pense. Puis il y a un certain malaise qui... Ça ralentit le processus de compréhension de ce que c'est, là. Ça nourrit les amalgames, puis ça, je suis... Non, c'est vrai, il y a un certain danger. En même temps, il y a certains experts qui disaient que le voile complet, en fait, il y avait un danger, justement, de radicalisation. Bon, après, moi, je ne suis pas un expert non plus à ce niveau-là, je ne suis pas un sociologue, donc je ne pourrais pas nécessairement me prononcer là-dessus. Je pense que je vais laisser ça à des experts, mais effectivement, je pense qu'il y a aussi un autre danger. Oui, je comprends le principe de dire le voile complet. Là, on ne parle pas de la burqa, tu sais, qui en Abitibi est parfaite parce que ça éloigne les mouches noires. Mais, mais le voile complet, il y a un malaise et puis c'est aussi une forme de certaine soumission, peu importe. Mais d'un autre côté, il y a aussi justement ce malaise-là que moi j'ai à dire, on dit quoi porter à quelqu'un. Mais cette personne-là, en fait, ça dérange quoi, tu sais, qu'elle le porte, tu sais. Mais après ça, est-ce que elle, mettons, va avoir un service en public pour la photo d'un permis de conduire, par exemple? Là, est-ce qu'elle doit se découvrir ou pas, tu sais? Ça aussi, il y a des questions qui viennent à ça. Parce que faut dire que le Québec est une société qui, jusqu'à récemment, mettons jusqu'à les années 70-80, était assez homogène. Plus homogène que l'est aujourd'hui, aucun doute. Et là, il y a une arrivée de d'autres réalités. Je pense que ça a aussi une confrontation où tu réagis puis tu sais pas exactement comment réagir. Puis il y a encore un certain malaise, je pense, avec ça aussi. Oui, mais passer de ce genre de loi-là, ça ne défait pas le malaise. J'ai un prof de sciences politiques à l'Université Laval, quand je faisais mon bac là-bas, qui disait... Pourquoi passer une loi contre le voile ou contre...
n'appelez pas ça une loi sur les symboles religieux, parce qu'en appelant ça une loi sur les symboles religieux, tu le vois, là, c'est un sous-entend, le voit, sous-entend. Pensez donc une loi sur le linge. Tu sais? Ouais. Tout est dans l'appellation aussi des choses. Quand tu la présentes comme... Je sais pas si tu comprends. Si t'appellerais ça une loi sur le linge, tout le monde fait comme, ben voyons, c'est ça. Puis les gens verraient ça moins entre la dualité nous autres et eux autres, les musulmans, les non-musulmans, ceux qui portent... Tu comprends? Ouais. On dirait qu'il y a cette... Je veux dire... Il y a une certaine forme de volonté de continuer cet amalgame-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui ça sert ou... Mais c'est pas la bonne voie selon moi. Selon moi, ouais, mon non, mais ton argument est très valide. Puis honnêtement, effectivement, je pense que, comme je te dis, moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, je porte le voile par choix. Clairement. Puis je suis bien avec. Clairement. Puis pourquoi toujours demander? Pourquoi faut demander pourquoi tu le... Pourquoi? Ouais, porte-le. Moi, je demande pas pourquoi tu portes la barbe. Je te demande pas pourquoi t'es venu en chemise. Ben, parce que je voulais mettre une chemise. Mais tu comprends l'idée. Mais toi, c'est comme moi je suis un peu plus chic, tout un peu plus hipster. La dualité. Non, mais tu comprends l'idée. Non, c'est vrai. Puis je trouvais ça intéressant justement comment tu as amené le sujet, parce que tu sais, il y a différentes causes à travers le temps qui ont été le cas des femmes. Puis encore aujourd'hui, les femmes, il y a d'autres causes, puis il va probablement en avoir d'autres, parce que c'est comme je te dis, le combat n'est pas gagné d'avance. Puis la lutte pour les droits des femmes, il y a encore tellement de choses où on pourrait travailler. Puis je trouve ça intéressant de voir effectivement comment que l'Islande a travaillé. Puis regarde, on prend une petite transition. Ouais. On en parle juste après. Petite transition? Transition. T'es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. On y va avec ça. OK. Une petite hein? Tout. Hein? OK, ben regarde, je fais une transition justement. On parlait de la semaine passée sur notre émission. Ceux qui l'ont pas écouté, allez écouter sur YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez. Très prochainement sur Spotify. Très prochainement sur Spotify, c'est notre objectif. Ouais. Construire ou déconstruire. On parlait en fait de dualité entre l'économie et l'écologie. Exact. Parlant de ça, il y avait justement Tesla qui... on parlait de la crise du Texas. D'électricité au Texas, avec le fait qu'il faisait moins 40 là-bas, puis c'était pas usuel, mettons. Justement, il y a Tesla qui a dit, moi, je réponds avec une grosse usine encore plus grosse. Là. Ouais. En fait, c'est quoi? Le titre que j'ai lu, c'est Tesla veut construire une gigantesque batterie de secours pour le Texas. Quand même, hein? C'est ça. La batterie de la voiture, ils vont faire une 100 fois plus grosse pour au cas où le Texas. Mais ça change pas. Ça change pas que c'est le ultra néolibéralisme qui continue là-bas. Une entreprise vient essayer de pallier un problème parce que le système électrique est privatisé entre 70... J'avais dit sur quoi? La dernière fois, j'avais dit 72 entreprises qui se partagent le marché. 70. Ben, en tout cas, dans ce coin-là. Ben là, c'est 72 plus 1. Oui, c'est ça. Puis lui, mettons, j'ai 1 million de voitures à produire, ben, je vais pomper cette électricité-là. Puis c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de crise en ce moment. 2 jours après, il fait moins 40, il n'y a plus d'électricité dans le truc. Je suis vraiment désolé. Ouais. C'est ça. On n'a pas réglé un problème. Puis le principe de la privatisation des services essentiels à une société, en Amérique du Sud, ça a été dévastateur, honnêtement. Là. Les années Thatcher et Reagan, ou par exemple en Argentine, on a privatisé, puis après ça, on s'est retrouvé avec le prix monté, comme tu dis, puis il y a des gens qui n'avaient plus accès à ce service-là, qui était un service qui était de base. Puis là, tu as une entreprise qui justement commence à couper pour faire de l'argent. Puis, bref, on parlait de construire l'année passée, de néolibéralisme, puis là, il arrive Tesla qui fait comme moi, je vais jouer la game. C'est comme le Superman, tu sais. Elon Musk avec une cape rouge, puis comme moi, j'arrive avec ma grosse plante, puis tu sais, je construire une grosse batterie, moi, tu sais. Fait que ça va le faire. Flabbergastant. Ouais, vraiment. C'est genre, la première réponse qu'on voit suite à cette crise-là, c'est ça. C'est comme, OK, on changera pas. Non. On changera pas. America. Tu penses-tu que... comment il s'appelle? Elon Musk va venir gérer la crise des déchets ici au Québec? Oh! Belle transition. Parce que il va arriver avec une grosse usine de Tesla qui ramasse la marde. C'est pas pire.
Je l'aime. Mais- Puis, dans le char, oui. Un ramasse-marde. Mais c'est quoi la crise, explique? Ouais, parce qu'en fait, il y avait un reportage cette semaine avec Radio-Canada qui faisait état en fait du fait que nos dépotoirs au Québec sont quasiment sur le bord de déborder. Là. Honnêtement, comme leur capacité est très, 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 très limitée. Puis on est sur le bord en fait de les déborder. Puis il n'y a personne en fait qui va avoir un dépotoir à côté de chez eux. Fait que les gens disaient pas dans ma cour. Fait que là, on se retrouve avec un énorme dépotoir. Tu sais, je sais pas si tu as remarqué ça sur les réseaux. Il y a souvent des images de genre de surfeurs en Indonésie qui surfent sur une vague, puis là, il y a plein de déchets. Ou il y a des gens qui disent « Ah, je nage, puis il y a plein de déchets autour de moi. » Puis là, on est « Ah, wow, les gros déchets. » Mais tu sais, au Québec, là, même chose, là, on a des dépotoirs, puis on s'en rend juste pas compte parce que la gestion est moins chaotique. Mais, comme je te dis, les dépotoirs, est-ce qu'on s'enligne vers une crise des déchets? C'est possible. Puis, ça me faisait encore le même principe de construire, tu sais. La gestion des déchets, je trouve que c'est assez représentatif, je m'inclus là-dedans, de cette société de consommation de achète, jette. Puis, tu sais, il n'y a pas de durabilité là-dedans. Là, tu sais, c'est probablement que les déchets, c'est aussi du plastique, des aliments. Oui, clairement. Donc, il y a une crise, puis construire, déconstruire, ben, est-ce qu'on devrait construire ou déconstruire? Ben, demande à Tesla, eux autres, ils vont dire construire. Demande à Sainte-Julie ou Non, c'est Sainte-Sophie. Sainte-Sophie. Sainte-Sophie qui reçoit comme 40% de tous les déchets du Grand Montréal Hey, volent là-bas. Tu sais. 40%, là. C'est pas petit, ça. Là. C'est ça, puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai perdu mon point. C'est intéressant. Attends un peu. Ah oui, c'est ça. Tu nous parles de reconstruire, déconstruire. Ce qu'il faut construire, en fait, c'est juste du compostage derrière chaque bloc appartement, derrière chaque maison. Parce que de ce que j'ai vu, c'est que c'est le recyclage et le compostage qui font en sorte que le nombre de déchets va commencer à vraiment diminuer. Par exemple, j'ai vu entre 2009 et 2019, c'est 35% de moins de déchets des ménages. Donc tout ça s'est transformé en recyclage. C'est très, très cool. Mais, dans la même période, 35% des industries toutes les industries, par exemple, les entreprises, ont rejeté 35% de plus de déchets, ce qui vient complètement annuler le 35% des ménages. Donc, les ménages, on l'a vu que c'était beaucoup de cette instauration de plus de facilitation à recycler, plus de facilitation à composter. Donc, il va falloir beaucoup adopter ça aussi dans les entreprises. Là. Puis, je ne parle pas juste du bureau de comptable à côté de chez toi, là, j'ai vraiment les usines, tous ces endroits. Oh, oui, non, c'est ça. Puis même, on parle de recycler, puis recyclage, puis compost, c'est génial, tu sais, mais réduire, réutiliser, recycler. Réduire, réutiliser, recycler. As-tu besoin... Puis même, moi, je me le demande, en as-tu vraiment besoin? As-tu besoin d'acheter telle affaire? C'est ce que j'ai vu l'autre jour à l'épicerie. Dis-moi. Une orange pelée dans un saran wrap et dans un plastique. Mais oui! Mais c'est plate parce mais que... l'orange a déjà un emballage non. ultra puissant. Mais oui, comme hyper naturel et super utile. Cette culture de l'instantané-là nous fait tellement consommer tellement de déchets. Là, L'instantané, puis aussi le sentiment de sécurité qu'on va avoir. Tu sais. Parce que c'est sale. Tu sais, moi, je me rappelle, il y avait une personne qui dit, dans mon entourage, qui me dit, moi, je mets mes fruits dans le plastique, tu sais, dans les sacs de plastique à l'épicerie parce que mais ça touche les affaires. Je suis comme, ouais, mais tu penses qu'il vient de où ton fruit? Il vient du Guatemala, ton avocat. Il y a avocat, quelqu'un, même, qui s'est pas lavé les mains, qui a pris tes tomates, qui les a mis dans un camion, dans des caisses de bois. Qui est allé dans un bateau, dans un avion. Dans un camion, jusqu'à l'épicerie. Puis tu vois, vraiment, quand tu mets dans un petit sac de plastique, c'est comme, t'es protégé. Exact. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à faire comme j'ai fait. J'ai des sacs en tissu, mais tu sais, pas des sacs de plastique, mais pas pour apporter ton épicerie, mais genre vraiment pour les légumes. Pour les légumes. C'est réutilisable. Puis sérieusement, j'aime vraiment ça. Faites-le. Mais en tout cas, bref, c'était notre follow-up sur Construire, déconstruire. Si jamais ça vous tente, allez voir cet épisode-là. Juste, vous sortez l'émission, vous allez voir Apéro Cigare, puis vous allez juste voir Construire, déconstruire, Apéro numéro 3. Exact. Où on parle de dualité entre l'écologie et l'économie. Et c'était notre petite transition avant qu'on parle de notre dernier sujet d'apéro. On y va? On y va.
Ben, c'est ça. On parlait de féminisme. Ouais. Ben, on en parlait tout à l'heure en premier apéro, oui. On en parle encore parce que Ben oui, il faut. maintenant, on a parlé on a fait un constat à un certain niveau. C'est sûr qu'on ne pourrait pas faire le constat de tout le féminisme en une heure. On s'entend que, bon, on n'a pas la prétention de prétendre ça, mais on a fait un peu un survol. Maintenant, c'est quoi? Comment on fait pour faire évoluer le féminisme? Là, je te demande ça. Toi et moi, deux gars blancs, jeunes et... mais... Mettons, toi, si tu disais, il faut des recommandations pour améliorer le féminisme et améliorer l'égalité entre l'homme et la femme, qu'est-ce que tu ferais? Tout part du top. Ah ouais? Ben, top, bottom? Il y a beaucoup de bottom-top aussi pour tout ce qui est du militantisme, mais il y a beaucoup de top-bottom. On peut faire un peu, les gens qui comprennent un peu bottom-top, top-bottom, c'est que soit tu pars du politique, des gens qui ont le pouvoir, des instances en haut, et tu vas vers la société civile, ou tu vas vers la société civile, et tu remontes jusqu'au pouvoir. Donc, top-bottom, bottom-top. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en premier apéro, tu as vu toutes ces politiques volontaristes des pays qui ont voulu ce 50-50-là entre les hommes et les femmes. Par exemple, le Rwanda. Ouais. Dans le fond, je pense que tu parles des politiques positives et volontaristes par rapport à ça. Donc, le Canada l'a fait. Oui. Le Canada l'a fait durant le premier mandat libéral de Justin Trudeau en 2016. Et juste un truc vraiment simple, mais juste donner le congé parental aux hommes qui peuvent choisir, en fait, qui va garder l'enfant dans les premières années. Donc, juste d'avoir la possibilité qu'un homme puisse le faire. Prendre congé pour s'occuper d'un enfant, mais ça fait en sorte que la femme peut aller au travail. Donc, ça améliore, je pense, cette égalité. Exactement. Ce genre de politique-là, entre autres, exactement. Puis, ça c'est très concernant la population. Mais par exemple, pour ce qui est des postes d'encadrement, c'est très important aussi, comme le fait le Rwanda, comme veut le faire le Canada. Puis, parce qu'à ce jour, dans les postes de direction, laisse-moi retrouver mon fun fact, il est juste ici. C'est ça. Dans les postes de direction, donc managériale, qui de haut niveau, sur 100 entrepreneurs, je te parle d'une moyenne mondiale, seulement 25 sont des femmes environ. Oh wow, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, tu vois qu'il y a toujours cette culture organisationnelle-là, que c'est l'homme qui doit être le boss, tu sais. Oui. Alors qu'on le voit que ça n'a aucun rapport. Là, tout peut partir en cacahuète par un homme, par et pour un homme, tu comprends? Là? Oui, puis même, on parlait la semaine passée du film de White Tiger. Oui. Ben, on voit justement ces difficultés-là au niveau des femmes, justement, à travers ce film-là. Donc, un autre... En fait, petit clin d'œil à nos différentes émissions du passé. Allez voir ce film-là, White Tiger, qui démontre en fait à quel point les femmes doivent toujours, en fait, c'est un monde qui est déjà à la base contrôlé par les hommes. Exact. Et les femmes doivent toujours faire leur place. Fun fact, il y a un endroit dans le monde où c'est complètement l'inverse. C'est les femmes qui contrôlent et les hommes qui ont vraiment pas, ils sont en inégalité par rapport à la femme. Société matriarcale. Oui, mais vraiment comme il y a des inégalités profondes où les hommes sont inégalitaires et ça crée d'autres problèmes en fait. Ah ouais. Donc ça me. C'est où ça? Sais-tu en Inde? Je sais que oui, je pense en Asie centrale. Ok. Ouais, j'en avais entendu parler, ouais. Je me rappelle plus. Je vous trouve le lien. Puisque tu es dans cette partie du monde-là, savais-tu qu'en Inde, l'année passée ou l'année d'avant, il y a une région du nord-est de l'Inde qui a vécu un choc démographique, c'est-à-dire que dans le même mois, 208 garçons sont nés alors que 0 filles sont nées. Oh wow! Tu sais que tout à l'heure on parlait de top-bottom. C'est complètement le contraire du Saguenay, ça. Oui, totalement. Exactement. Exactement. Mais on parlait de politique positive, donc du top-bottom, mais il y a aussi toute cette... Il faut changer de culture. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il y a beaucoup de féminicides, où est-ce que les femmes ils doivent mettre les bouchées de tripes pour avoir une certaine forme d'égalité, que c'est culturellement. Hein, c'est-à-dire que dans le nord-est de l'Inde, là où il y a eu 200 naissances masculines pour 0 naissance féminine, c'est que on les avorte. Qui marche pas. On les avorte. Dès qu'il y a une fille, on fait en sorte de s'en débarrasser. Je te réponds sur ce que je te disais tantôt. C'est la région de Shillong dans
en Inde, dans le nord-est de l'Inde, où vraiment les femmes dirigent tout et les hommes ne dirigent rien du tout. Ok, ben c'est juste à côté, parce que moi je te parle du nord-est de l'Inde aussi, juste à côté. T'as vu à quel point c'est une société hétéroclite puis vraiment hétérogène, là, l'Inde. Là. Ben oui. Juste à côté, il y a une société matriarcale, juste à côté, il y a une société qui jette les femmes. Tu sais. Voilà. Donc c'est effectivement, c'est impossible qu'il y ait zéro femme. Puis même, on peut parler de la Chine aussi, où la politique de l'enfant unique fait en sorte que souvent, dans la culture chinoise, l'homme s'occupait de la famille, la femme de la belle famille. Donc, on a tendance à regarder plus davantage les hommes. Exact. Et ça a créé un déséquilibre démographique énorme. Et aujourd'hui, c'est une problématique. Oui, parce que ces déséquilibres démographiques-là qui font en sorte que, par exemple, je l'ai vu en Chine, il y a 85 femmes pour 100 hommes. Et dans ces pays-là où il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes, ce qui fait en sorte qu'il y a une grosse... Il y a une game... Il y a une... Comment dire? Il y a un marché de la femme aussi. Il y a du gros trafic humain qui est causé par ce dérèglement démographique-là. Ben, s'il manque un très fort pourcentage de femmes par rapport à d'hommes, ben là, il y a des frustrations causées par le fait que il y a des hommes qui vont probablement pas réussir à se marier ou à avoir des enfants. Dans une société qui est plus traditionnelle. Donc, quand même, c'est énorme, des petits enjeux. Puis il y a beaucoup de trafic humain justement dans cette région-là, en Asie du Sud-Est, parce qu'il y a des pays où il y a plus de femmes. Donc, on les kidnappe carrément pour faire du trafic. Affreux. C'est affreux dans des pays où il manque de femmes. Donc, fun fact, tout à l'heure, justement, je regardais ça, les dérèglements démographiques. J'ai vu des pays où il y avait plus de femmes que d'hommes. Genre, le contraire. Ouais, puis, il y a, par exemple, le Népal, il y a 100 femmes pour 85 hommes. Puis, c'est le Saguenay, finalement. Puis c'est la même chose en Russie. Sauf qu'en Russie, c'est tellement drôle. Pourquoi? Ah ouais? En Russie, il y a plus de femmes que d'hommes parce que la consommation de vodka et la consommation de tabac fait en sorte que l'espérance de vie des hommes est entre 60 et 65 ans, alors qu'il y a de 73-75 ans pour les femmes. Ce qui fait en sorte que les hommes meurent d'alcoolisme et de tabagisme. Sacré vodka. Aïe, aïe, c'est aïe. Vraiment, c'est anodin, mais l'alcoolisme fait en sorte qu'il y a plus de femmes que d'hommes là-bas. Ah ben, c'est fou quand même. Ouais. C'est des fun facts intéressants. N'empêche que j'aurais dû checker combien de femmes sont dans la Douma. La Douma, c'est ça? Le Parlement politique. Le Parlement russe. Ouais. Mais bon, ça change rien parce que Poutine est là. Poutine fait sa Poutine. La Douma, c'est un peu comme plus... Ben, bref, on pourrait parler de politique russe pendant encore des heures. Mais donc, si on peut résumer en fait notre petite partie solution, ben effectivement, ça va partir au niveau gouvernemental certainement. Ça va partir au niveau civil aussi. Je pense qu'il y a une mentalité changement de culture qui doit se faire par rapport à la vision de la femme. Ouais. Des gens qui se disent, regarde, moi, j'engage une femme parce que, bon, oui, ça se peut que dans une entreprise, par exemple, cette personne-là tombe enceinte, mais regarde, je le fais quand même parce que c'est une personne qui est aussi compétente. Clairement. Ça doit changer par le fait que je vais décider de la payer moi-même. Puis tu sais, même, là, on parle au niveau culturel, là, c'est plus un cigare, mais même dans Friends... Par exemple, les acteurs principaux, les 6, se sont dit, regarde, nous, on veut, si vous ne payez pas égal, on s'en va. Puis, il y a plein d'autres exemples comme ça de gens qui se sont... C'est des années 90 en plus. Oui, c'est quand même relativement précurseur par rapport à cette époque-là. Ouais. Puis même dans Friends aussi, les acteurs se sont mobilisés pour demander des gens de couleur, des gens de différentes minorités qui jouent dans la série parce qu'ils trouvaient justement que c'était unfair. Donc, c'était pas juste. Donc, je pense qu'il faut se mobiliser puis de ne pas accepter justement que tu es un entrepreneur, ben regarde, je vais accepter de payer même si la loi peut dire ce qu'elle veut, comme tu dis, en théorie, le papier c'est beau, mais en pratique, c'est une autre chose. Mais je pense qu'il y a c'est aux gens aussi à dire, moi je vais prendre l'initiative puis je vais donner justement cette chance-là aux femmes. Puis oui, on parle de quotas aussi, tu sais, comme tu disais, de politique volontariste de je vais mettre des femmes plus au cadre. Ben, donnons aussi la place à ces femmes-là aussi. Clairement. Des femmes extrêmement talentueuses qui mériteraient effectivement d'avoir plus de chance. Donnons-leur cette chance-là. Clairement. Je sais pas si j'ai envie de faire l'avocat du diable ou genre juste parler de... J'ai rencontré ce monsieur dans une de mes écoles d'été. J'ai rencontré un monsieur, je le nommerai pas, là, qui lui était diplomate au Brésil et qui maintenant n'était plus diplomate au Brésil, mais qui travaillait pour l'Université Laval ou whatever. Je suis en train de réduire le champ. je n'aimerais pas, mais... Bref, vous allez le voir, il y a des petites lunettes. lui, monsieur extrêmement compétent, extrêmement...
c'était une sommité dans ce qu'il faisait. Tu voyais que c'était un bon diplomate, OK? Mais lui, justement, il s'est fait tasser de son poste. J'ai pas envie d'utiliser de mots négatifs ou whatever, mais pour qu'une femme prenne son poste au Brésil. Puis, je me demande, est-ce qu'il y a comme un revers à la médaille aussi aux politiques volontaristes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à ça? Je sais pas, parce que je suis pas un spécialiste, je fais juste lancer ça comme ça, on jazz. Là. Oui, on jazz. Puis il y a même des gens qui pourraient dire, ben c'est pas fair parce que tu vas pas donner le meilleure personne disponible, tu vas donner des postes seulement, tu sais, tu vas faire une certaine forme de, ben, pas de sexisme, mais de favoritisme, en fait. Ouais. Donc, c'est jamais parfait, mais je pense qu'effectivement, ça prend des politiques qui soient ambitieuses. Il en faut. Ambitieuses. Et complètes. Ben, regarde, c'est tout. C'est simple, mais on n'a pas la solution. On n'a jamais la solution. Ben, écoutez, parlez-en. Mais faut qu'on en jase. Cette fois-ci, cette semaine, dans les commentaires, je veux qu'on en jase. On en jase. Donnez vos commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Qu'est-ce qui manquait à ce qu'on vient de dire? Gênez-vous pas. Écrivez-nous, puis nous autres, on n'est pas méchants, on va pas vous mordre. Non. Puis d'ici là, je pense qu'on va y aller en cigare avec un autre petit coup de vin. Ouais, non. Juste une riff. Pof. OK. En fait, je sais même pas c'est quoi c'est une riff. Pour vrai, niveau chanson, je suis aussi bon que le vin. Je veux juste dire des mots comme une bonne riff. Une bonne riff. C'est un bon riff? Un bon riff. Ça c'est très rock and roll. Ouais, je pense que c'est un petit peu, c'est bon R&B, c'est un peu funky. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une petite touche très, très cuivrée, harmonisée. Ouais. Mais avant qu'on parle, dernier follow-up sur justement construire, déconstruire, c'est passé, on parlait d'une petite librairie dans Mile End qui s'est fait pratiquement expulser parce la que librairie, oui. Son loyer a augmenté. Puis on parlait de gentrification, embourgeoisement. Ben finalement, elle va rester. Oh! La pression, tu vois, ça a fonctionné. Ben là, le propriétaire a tellement dû se sentir cheap. Tous les médias parlent de la librairie. Ouais, puis sa réputation est un petit peu en jeu. On sentait que son nom est comme partout. C'est ça. Fait qu'il a fait, OK, c'est correct. Ouais. 15$, on n'en parle plus. Non, je sais pas combien. Je sais pas c'est quoi, mais à ce qui paraît, c'est ça. Mais c'était un bon deal. C'était raisonnable. Fait que, en tout cas, vous pouvez toujours aller voir cette librairie-là. Dans le Myland. Waverly, je pense que ça s'appelle. Je sais plus trop, mais c'est géré par un genre de monsieur un peu Gandalf. Dans la photo, j'ai bien aimé ça. J'aime ça le fait que tu l'as associé à Gandalf quand même. Ouais. On parlait justement de femmes depuis le début. Et puis, je voulais voir un peu la place de la femme et les inégalités aussi dans le monde culturel, tu sais, sport, musique. D'ailleurs, justement, je trouve ça intéressant parce que cette semaine, il y avait le film, parce qu'il y a eu les Golden Globes, qui est un des grands festivals de cinéma, de critique. Après les Oscars puis les Cannes, j'imagine. Mais quoi que les Oscars, je trouve des fois qu'il y a une petite clique aussi. Ouais, hein? Il y a toujours un peu les mêmes réalisateurs. Il y a des connexions aussi qui se font. C'est une business. Il y a la Berlinale aussi. Celle de Venise aussi. Ouais, festival de films de Chicoutimi. Le prix des grands du clap de Sainte-Foy. Du clap de Sainte-Foy. Respect, donc. Le festival de Cannes. Mais bref, le film qui a gagné le Golden Globe cette année, c'est le film No Man's Land. Okay. C'est un film, en fait, qui a été réalisé par une femme, Chloé Zhao, qui a 38 ans. J'ai pas encore vu le film. J'aimerais vraiment beaucoup le voir. Je sais pas s'il est au cinéma ou si c'est un film un peu plus underground. J'espère le voir. Si jamais je le vois, je vous fais ma critique. Toi aussi, même chose. Yes. Mais en fait, je trouve ça intéressant, fun fact, parce que elle est devenue seulement la deuxième femme de l'histoire à être lauréate dans la catégorie de la meilleure réalisation. Et je te pose la question, la dernière, c'était qui? Je me souviens pas de son nom, mais c'était pas comme dans les années 70-80, ça fait vraiment longtemps. 84. Barbra Streisand. Donc, ça fait quand même... 30 ans, 34 ans. Ouais, plus de 30 ans qu'il n'y a pas une autre femme qui était considérée comme meilleure réalisatrice, alors qu'il y en a des femmes extrêmement talentueuses. Oh, clairement. On peut parler à Anna Duvernay qui fait de très, très belles choses. Il y a aussi, justement, dans ces nominations-là, le film Rocks de la Britannique Sarah Gavran qui, en fait, raconte l'histoire d'une adolescente de 15 ans, abandonnée comme son jeune frère par sa mère, mais soutenue par des amis. Et on voit un peu à quel point une jeune qui est laissée à elle-même et puis grandit un peu dans cet environnement qui est très hostile et un peu chaotique. Et encore une fois, une Britannique
qui est une femme, Sarah Gavron, qui vraiment s'est démarquée aussi selon le Golden Globe. Donc, cette année, il y a eu surprenamment énormément de femmes qui ont fait leur place. C'est bien. Je trouve ça génial. Puis d'ailleurs, il y a des critiques qui sont super Parce que dans le monde des écrivains, des écrivaines aussi, je veux dire, on dirait que les femmes ont fait leur place, je veux dire, peut-être dans les années 1800-1900, tu sais, avec... Oui, beaucoup plus tôt avec même J.K. Rowling. Non, je te parle bien avant. Là, je te Oui, parle oui, de... oui. C'est ça, avec J.K. Rowling, il n'y a jamais eu de « OK, est-ce que J.K. Rowling va faire... » Non, tu sais, les femmes se sont faites accepter dans le cercle des écrivains et écrivaines rapidement. Ouais. On dirait que le 8e art, le cinéma, on dirait que ça veut rester un boys club. Ben, les Weinstein et compagnie. D'ailleurs, bon débarras. Hein. Oh, ça. Mais c'est effectivement, tu sais, les femmes, longtemps, je trouve qu'on les a pas donné l'opportunité de réaliser des choses, d'avoir justement le rôle de la chaise principale. Puis, comme je te dis, depuis maintenant qu'on leur donne une certaine forme de plus de place, on voit qu'il y a plein de réalisatrices qui se démarquent. Puis justement, Chloé Zhao en est une. On peut penser justement à Anna DuVernay, il y en a d'autres énormément. Donc, tu sais, il y a plein de femmes talentueuses, c'est juste qu'on n'a juste pas donné la chance pendant un bon bout de temps. C'est ça. Et même chose dans le monde du sport, tu sais, je sais pas si tu avais vu, mais il y avait l'équipe soccer américaine qui justement se disait pourquoi nous on n'est pas payés pendant que l'équipe de soccer américaine masculine est payée, tu sais. Quand tu y penses, là, les femmes qui sont dans l'équipe de soccer américaine ou n'importe quelle autre équipe de soccer, c'est les meilleures au pays, tu sais, c'est des athlètes accomplis. Ben oui, clairement. On leur donne pas cette opportunité-là. Tu sais. Clairement. D'ailleurs, pourquoi les femmes n'ont pas le droit de jouer dans les ligues nationales? Est-ce déjà arrivé qu'une femme a joué dans une ligue nationale? Une seule fois. Manon Rhéaume, est-ce que je pense, à ma connaissance, c'est arrivé juste une fois avec Manon Rhéaume qui a... Mais d'ailleurs, on parle de... Manon Rhéaume. Manon Rhéaume qui était gardienne de but puis qui gardait un match à Tampa Bay une seule fois, mais c'est pas juste non plus sur la glace, c'est aussi dans l'univers sportif. Parce que maintenant, de plus en plus, il y a des équipes, notamment au football américain et au hockey, qui engagent des femmes comme directrice sportive, directrice du recrutement, vice-présidente. Coach! Pourquoi il n'y a pas de femme coach? Ben oui, pourquoi pas? Oh. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, c'est... Ce serait un autre... Je sais pas si ce serait un autre style de jeu, mais genre, ça ramènerait quelque chose, je suis certain. Ben oui, parce que cette intelligence-là de jeu est aussi partagée par les femmes. Puis d'ailleurs, le hockey féminin, il y a des très beaux jeux qui se font. La même chose pour différents sports féminins. Soccer canadien. Le soccer, les Canadiens, c'est les meilleurs d'ailleurs. Sinclair, je veux dire, il y a du talent, tu sais. Donc, c'est aussi sur le terrain, mais c'est aussi à l'extérieur du terrain. Comme Fun fact! On parle de sport et de femmes. J'ai lu que 50% des jeunes adolescentes de 14 ans, ou je sais pas trop c'est quoi l'âge, mais 50% des adolescentes au moment de leur puberté, donc au moment où ils ont leurs règles, arrêtent le sport. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas si... Je sais pas qu'est-ce que... C'est une forme de pression sociale. Je sais pas d'où ça provient. J'ai juste lu cette statistique-là. Ouais, je sais pas d'où ça provient. Ouais. Parce que... il y a plein de femmes talentueuses qui pourraient... Clairement. Faudrait faire une étude là-dessus. Regarde, payez-nous, on fait une étude. Ouais. Une étude là-dessus. 2 hommes qui font encore une étude. Encore 2 hommes. Mais effectivement, je pense que c'est dommage parce que je pense qu'effectivement, il y a ces femmes-là talentueuses puis qui amènent une autre vision aussi, tu sais, qui amènent un autre background, qui amènent des idées différentes, qui sont très créatrices. Donc, je vais définitivement m'assurer d'aller voir le film Nomadland de Chloé Zhao. Et je l'espère aussi le film de Madame Gavron. Mais j'espère voir dans les prochaines années plus de femmes, justement. Puis davantage. D'ailleurs, parlant d'absence de femmes, pratiquement, il y a les Juno aussi, c'est cette semaine qui ont lieu. Ouais. Qui est le festival au Canada de la musique. Ouais, puis sais-tu qui ont été nominés pour artistes les plus... Je sais plus c'était dans quelle catégorie, mais il y a 3 nominés, OK? T'as The Weeknd, Justin Bieber et les Cowboys Fringants. Comme un peu le mouton noir. Oh oui, mais c'est vraiment impressionnant de voir qu'un groupe aussi... Tu sais, ils sont beaucoup dans le folklore québécois, veut pas... se retrouvent nominés face à des superstars internationales, The Weeknd puis Justin Bieber. The Weeknd qui a fait d'ailleurs la mi-temps durant le Super Bowl. Justin Bieber étant Justin Bieber. Puis là,
Et octobre vient de passer un coup de Une vent. étoile filante. Plus rien. Plus rien. Ouais. C'est Donc, impressionnant. C'est fort quand même, là. Ouais. C'est fou. Ouais. Mais, en tout cas, bref, parenthèse à part, moi j'ai écouté le dernier album, ça fait longtemps, là. Mais je l'écoute encore, le dernier album des Cowboys Fringants, puis waouh! As-tu écouté leurs chansons qu'ils ont faites durant le confinement? Ben oui! Ah, j'ai bien aimé aussi. Comme où il disait justement qu'elle était dans mon appart, puis. Ouais. Tu sais, ma blonde est tannée que tu sois. Tu craches mon divan. Puis c'était cool, c'était comme plein de. Tous les fans qui ont fait des dessins. Le clip qu'ils ont fait, c'était comme des fans qui ont fait des dessins, puis ils ont fait comme un page par page de dessin. C'était bien impressionnant. Puis comme un bite char. Moi, je suis tellement. Regarde, je l'avoue, je me quête sur table. Je suis un grand fan des Cowboys Fringants. Ah ouais, t'es-tu un cowboy? Ah! Un cowboy? Cowboy! Je suis un grand fan des Cowboys Fringants, ben honnêtement. Puis. Allez écouter ça, honnêtement. C'est moi, la chanson L'Amérique pleure, je l'ai tellement écoutée. Ben oui. Ah, je vois toute l'Amérique. Dans les débuts de notre amitié, il y avait pas, tu venais chez moi à crois. Québec puis on chantait, c'était quoi déjà? Si je parle d'un instant de la vie. Comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Ah, on chantait ça sur mon balcon à 2h du matin. Ouais, ça c'est peut-être. C'est pas une question de chanson, je pense que c'est une question que les voisins n'étaient pas contents. Là. Mais sur la dernière partie de notre cigare, moi j'aime ça parler de cigare. Je trouve Let's go. Parlons de cigare. Parlons de cigare. Parlons de cigare. Plus cigare film ou plus cigare musique? Qu'est-ce que tu veux nous Je voulais t'en parler justement. T'en parlais. Parce que t'allais voir le film Judas and the Black Messiah. Oui, Judas and the Black Messiah. Ouais, on en a parlé il y a 2 semaines, je pense. Dis-moi donc. J'ai adoré Judas and Pour the vrai? Black Messiah. J'ai adoré ça. Le jeu d'acteur excellent. Puis moi, j'étais un grand fan. Tout comme ma mère, elle a toujours dit ça. Moi, j'aime juste les films avec des histoires vraies. Puis ça, c'est une histoire vraie. C'était sur Fred Hampton. Ça a une portée qui est... Ah non, mais ça te plonge, t'es plongé. Là. Ouais. C'est pas de la fiction, mais pas Non. du tout. Là. Puis ce que j'ai aimé, c'est que ça a zéro été romancé. C'était très cru, très C'était cru. là. C'était là, puis j'ai vraiment adoré le jeu d'acteur que j'ai oublié, celui qui joue Fred Hampton, qui était l'acteur principal de Get Out. Ok. Je sais pas si tu te souviens de ce film-là. C'est un couple d'une blanche avec une black qui vont. Oui, puis là, il fait subir comme des trucs... C'est ça, mais en tout cas, j'ai adoré. Je sais pas si tu peux nous trouver le nom de l'acteur, mais bref, j'ai adoré son jeu d'acteur, j'ai adoré comment ça a été amené. C'était très old school cinéma. On dirait que c'était très old school. C'était cru. C'était cru, puis c'était un peu froid, l'image un peu froide pour dépeindre un peu la réalité de Chicago à cette époque-là. Oui, c'est Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya qui a joué dans Get Out. Exactement. Lui, est un très bon acteur. On va se dire Get Out, d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ce film-là, allez le voir aussi, c'est clairement. très, très bon. Qui a un avenir brillant dans le cinéma. Puis celui qui jouait le rôle, parce que Fred Hampton jouait le rôle du Black Messiah, donc celui qui ramenait la bonne parole, et celui qui jouait le rôle de Judas, parce que dans le titre de Judas and the Black Messiah, celui qui était un peu plus dans le spectre de la trahison, lui aussi a fait un jeu d'acteur incroyable je recommande à tout le monde d'aller voir ce film-là. Est-ce que c'est plus dans le style Tarantino, c'est-à-dire des dialogues très très longs, quelque chose qui est beaucoup plus, tu sais... Mais c'est sûr que Tarantino a son propre style. Non, Tarantino a trop son propre style. Je me souviens plus du réalisateur de ce film-là. Est-ce qu'on avait beaucoup plus de dialogue? Est-ce qu'on était plus un rythme qui est extrêmement long ou c'était vraiment quelque chose d'un peu plus touchant? Un rythme un peu à la Wolf of Wall Street. Okay. Je sais pas si c'est la même personne qui l'a fait. D'ailleurs, peut-être que c'est... Je sais pas, il y avait des bouts drôles autant qu'ils pouvaient être ultra choquants. Ça a été fait par Shaka King. Shaka King. Que je connais pas. Et lui, est-ce que si tu cliques sur son nom, il a comme fait d'autres films notables? Je clique sur son nom, même Wiki, et il n'y a aucune chose qui sort sur Wikipédia. Okay. Là, on fait des confidences, on utilise Wikipédia. Oui. Ben oui. Encore. Ben oui. On n'est pas toujours sur banque, puis c'est banque de données, là. Mais regarde, on est... En fait, oui, ils ont fait Newlyweds en 2013. Je connais pas. Mais c'est vraiment son grand... C'est comme une révélation. Non, clairement. Puis je suis certain qu'on va en entendre parler l'année prochaine dans tous les différents festivals, que ce soit Golden Globes ou ces affaires-là. Je sais pas si c'est comme trop tard ou si c'était comme plus cette année qui... Non, je pense qu'il va être plus sur les festivals 2021, non? Ouais, exactement. Tout commence vraiment, Nomadland, c'est 2020. OK. Qui est célébré à la fin. Comme en janvier, ben là, il y a comme une délibération, puis là, on célèbre ça, mais lui, il va être 2021. OK, ouais, je comprends. Donc, c'est ça.
restez à l'affût parce que je pense que lui va gagner. Puis en 2019, il y avait le film Parasite qui avait été fait par un Coréen. J'ai adoré Parasite, film coréen que tout le monde se doit de regarder. C'est une perle, ce film. Une perle. Mais bref, moi, je vais regarder le film Judas and the Black Messiah. Yep. Tu lui donnes combien sur 10? C'est rare que je donne des grosses notes, mais 8.5, 9. C'est bon pour toi, là. Ah ouais. T'as vraiment passé un bon moment. Puis pas de popcorn. Puis pas de popcorn, puis je te jure, on dirait que tout le monde dans la salle était comme content d'être au cinéma. Tu vois que c'était les premières journées. D'ailleurs, à un certain moment, il y a quelqu'un qui son téléphone a commencé à sonner, puis plus que 5 secondes. Là. Mais d'habitude, je l'ai déjà vécu, les gens font comme... Là, les gens ont juste fait... les gens ont juste ri tellement ils étaient contents de vivre quelque chose de normal. Juste, son téléphone sonne dans un film. Ouais, c'est normal. C'est comme, ça me manque. Et au même titre qu'une personne derrière moi... ça se voit qu'elle était trop habituée d'avoir des films à la maison pendant 1 an. Genre, à la fin du film, parce que c'était un petit peu triste, puis ça fait là, t'es juste genre, oh my god, oh non, elle était vraiment triste, mais à haute voix, comme à la maison, tu vois. Comme il y a des gens, là. Yeah, on est comme 30-40. Mais bref, j'ai revécu l'expérience cinéma avec un masque pendant 2h30 dans sa tête, mais j'ai adoré. Tu peux manger de popcorn anyway. Puis, j'ai adoré. Ça devait manquer, par exemple, l'expérience du crunch. Ouais. C'est je déconne vraiment, puis... Je crunch. Ça me dérangerait pas de le revivre 1 ou 2 fois. Ouais. parce que durant il y a eu des bandes annonces au début, là, mais sans popcorn, c'est une bande annonce, c'est long. C'est long. C'est long. Tu sais, t'as toujours le son de gens qui font du pain. C'est toi-même, tu fais du son avec ton popcorn. C'est ça. C'est correct, tu sais, c'est juste parfait. On parle, c'est juste la bande annonce, mais là, faut que tu l'écoutes. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est quoi les bandes annonces des films qui sortent? J'ai hâte au prochain 007. Ouh. Ah ouais, je pense que ça va être le dernier de Daniel Craig en plus, le prochain James Bond. Parce que il y a pas un où c'était fait par il y a une femme qui a écrané James Bond 007 avant ou ça va être dans les prochaines années. Ben justement, il y a eu des gros débats à savoir est-ce que James Bond devrait être joué soit par un black ou par une femme, le prochain 007. Mais il voulait que ce soit une femme. Il voulait que ce soit ça. Parce que moi, Craig a dit moi je m'en vais là. Je serais willing. Ouais. Je serais willing. Puis même qu'il y a eu des rumeurs pendant très longtemps, je sais pas, que Idris Elba, l'acteur black britannique, qui joue Luther, qui joue dans Beast of No Nations, qui allait faire le nouveau 007, j'aurais capoté. Mais il est tellement bon. Il est tellement bon. Comme Omar Sy, qui est le meilleur Arsène Lupin que j'aurais pu. Sérieusement, je suis content que Arsène Lupin arrive dans les écrans modernes sous Omar Sy. Tu sais, qui a joué, qui est incroyable. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas un James Bond noir? Ou un James Bond femme, tu sais? Je veux dire, il y a des gens qui disent non, on touche pas au classique parce que James Bond a toujours été quelqu'un de race blanche, donc il faut garder ce personnage-là de James Bond. Non, on est en plein changement, là. C'est le moment. Ça va apporter le changement qu'on veut. James Bond, je trouve que c'est aussi une légende, d'une certaine manière. Ouais. C'est pas une personne, c'est pas une personne qui a existé, c'est pas John F. Kennedy, c'est James Bond, c'est la légende de James Bond, c'est la légende d'un agent 007 qui est comme hyper invincible. Pourquoi ça pourrait pas être un noir? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme Ghostbusters, je pense que Manis c'était des femmes. Puis, moi, ça me dérangerait pas que Tomb Raider, genre, on dise pourquoi pas on fait jouer par un trans ou par un homme. Why not? On a eu Donald Trump comme président des États-Unis. Why not, maintenant? Après ça, tout est comme... Tout est possible et toujours, rien ne peut être pire que ça. Non, c'est ça. His routine, there. Yaman. J'étais très content de faire cet apéro avec toi. C'était notre apéro... Je pense que c'est la première fois qu'on a fait un apéro cigare qui était égalitaire. C'est apéro et cigare. D'habitude, c'est genre 10 minutes de cigare, 1 minute et 20 d'apéro, 1h20 d'apéro. Sais-tu, j'ai pas de montre devant moi aujourd'hui, puis je me suis juste laissé guider par toi. Fait qu'on va faire ça comme ça la prochaine fois. Penses-tu? Yeah. Parce qu'on parle d'égalité homme-femme, mais égalité apéro et cigare, je pense que c'est... C'est de mise aussi. C'est de mise! Fait que c'était... Éloigne ton micro, là! Oh! C'était l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare. Merci tout le monde de nous avoir écoutés, puis je vous le dis, revenez-nous la semaine prochaine. Et sinon, ben garde, aimez, like, mets ton pouce. Commente. Dis ce que t'as pensé. Partage. Fais ce que tu veux, mais reste abonné avec nous parce que nous, on veut juste vous entendre parler de sujets d'actualité, de politique, de culture, de n'importe quoi. Fait que divertissez-vous, amusez-vous, puis on vous retrouve la semaine prochaine. Salut, ciao. Peace out. That was nice.